Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter un petit write-up du premier challenge de pawn du CTF, du coup que j'ai fait la semaine dernière avec mon équipe à to School. C'était un challenge de pawn vraiment basique, il nous donnait un net 4 sur lequel tournait notre binaire Europe avec une ellipse qui lui était rattachée, beaucoup de solve, un chal vraiment très classique, mais bon c'est intéressant quand même pour ceux qui commencent le pawn. Je vais essayer de le faire de manière assez propre avec Pawn Tools. Voilà. J'espère que vous apprendrez des choses. Du coup, je demande un peu les bases en pawn. Au moins les bases. Genre savoir exploit une before overflow basique. Du coup, pour ça, on avait notre petit binaire. ROP. Un binaire 64 bits, linké dynamiquement. Le truc du coup, c'est qu'on donnait une ellipse qui était du coup l'ellipse avec laquelle était attaché le binaire sur le net 4. Moi, étant donné que je suis en local, ma ellipse est différente. Mais je vais essayer de le faire tourner en local, je sais pas si les serveurs sont encore up, mais bon, on verra. Donc là, c'est du 6 ellipse et lui c'est du 2.27, donc voilà. On va commencer rapidement à regarder un peu la tête du binaire avec OBJDump. On voit qu'on a notre main avec lequel il alloue 20 bytes, 0x20 bytes sur la stack. Ecolinit qui va juste faire un set virtual buffer sur un std-out. Donc ça nous intéresse pas. Il fait un punt d'une string. Il fait un get en prenant du coup le premier argument de RDI, qui est en fait un buffer de 0x20 bytes. Et du coup, étant donné que get ne fait aucun check sur la taille, il dit juste une ligne, c'est-à-dire des données jusqu'à un backslash n, jusqu'à ce qu'il y ait un null byte ou un end of file. Not check for buffer overrun. Donc ça veut dire que n'importe quel... Enfin, il donne un buffer de taille finie et on peut en rentrer n'importe quelle taille. Ce qui est très dangereux dans le sens où moi, si j'entre plus de 0x1 bytes, je vais commencer à réécrire sur notamment la sauvegarde de RBP, puis 8 bytes plus loin la sauvegarde de RIP. Donc je vais réécrire le base pointer et après l'instruction pointer. Du coup, donc là je reprends un peu les trucs que j'avais fait. Si j'entre 0x1 bytes, tout va bien. Il ne crache pas, le buffer a été entièrement rempli, donc là c'est la notation, vous vous souvenez, on entre du Python directement pour faire des prints plus facilement. Si j'entre plus 8, déjà ça va moins bien, parce qu'en fait j'ai réécrit la sauvegarde de RBP, et donc même si j'ai pas réécrit directement l'instruction pointer au moment du write, par contre, RBP a été manipulé de telle manière à ce que quand il va write dans les lib shared, ça va recall le main visiblement et ça va crash. Et si du coup j'entre directement plus 16, ça va réécrire entièrement l'instruction pointer et ça va du coup crasher directement après le ret dans le main. Du coup on connaît notre padding, donc pour ça on a un padding de 0x28. Un padding de 0x28, donc à partir duquel le RP n'est pas réécrit. Et du coup maintenant on va un peu penser aux perspectives d'exploitation. En faisant un GDB ROP, un start et un check sec. Donc là je vais vous dire clairement ce qu'on va faire comme attaque. On voit qu'il n'y a pas de canaille, c'est-à-dire que il va pas check qu'on est overwrite la valeur de retour. Donc ça le canary, je peux rentrer dans les détails, mais on n'a pas en besoin. Ça impliquerait par contre que du coup on ait des leaks, ce qui est un peu complexe dans notre cas. Il y a le NX, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir push un shellcode sur la stack puis jump dessus. Et on n'a pas de PE, c'est-à-dire que la base address du binaire, donc là si on fait vmap, la base address du binaire reste 0x400 000, donc ça veut dire que toutes les adresses virtuelles qu'on pourrait déterminer statiquement seront réelles. On n'aura pas besoin d'avoir un leak pour rebase les gadgets du binaire. Voilà. Et du coup, ça veut dire que en fait, finalement, dans notre binaire, si on fait un e-file, donc c'est intéressant pour voir la PLT qui est où là, elle est dans la PLT. Si on print les 20 i,
ça nous permet en fait de savoir quels sont les symboles en fait, les fonctions externes qui sont appelées dans le binaire. On voit qu'on a du put, du get et du set virtual buffer. Donc ça c'est à peu près les seules fonctions standards qui sont appelées dans le binaire. Et ce qui est très intéressant du coup, c'est que on n'a aucun système, dans notre binaire en lui-même, on n'a rien qui puisse nous donner un shell. Du coup, on va être obligé de passer par ces fonctions pour pouvoir essayer de faire un système de binSH. Idéalement, c'est ce qu'on veut. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on peut... on peut penser à quoi? En fait, le put, il va être très intéressant parce qu'il va nous permettre en fait de print des données en fait jusqu'au null byte. Et ça fait quoi? Ça fait que du coup, c'est une primitive de leak. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut leak n'importe quel... Il faut juste trouver une location à laquelle se trouve l'adresse virtuelle. Une adresse virtuelle intéressante qu'on pourrait leak et avec laquelle on pourrait notamment rebase notre libc. Parce que dans notre libc, en fait, il y a pas mal de choses intéressantes. Dans notre libc qui est actuellement load ici, on a des fonctions telles que système, on a même binsh. Il me semble que c'est un search. Ouais. /bin/sh. Donc voilà. En faisant de notre libc, donc là c'est la 2.3, je sais pas pourquoi il... Ouais, parce que... Attends, c'est bizarre avec mon... Ouais. Bon, je sais pas trop, mais en tout cas, l'libc qui est mappé avec le binaire, il a trouvé binsh à une certaine adresse, mais en tout cas, c'est pas dans notre binaire. Du coup, ce qui peut être très intéressant, et si on fait un p-system, donc c'est aussi dans notre libc, quelque chose de très intéressant, c'est que si on connaît du coup la libc avec laquelle est linké binaire, si on l'a, on va pouvoir, à partir de sa base address, à partir de l'endroit où elle est mappée, déterminer son offset. Et si on arrive à avoir un leak de n'importe quelle fonction dans cette libc, on va pouvoir lui soustraire son offset dans la libc pour déterminer la base address de la libc. Et à partir de la base address, on peut déterminer binsh, qui va être en fait un offset particulier dans cette libc, et system, qui va aussi être un autre offset. Et du coup, c'est intéressant parce que si on arrive à déterminer l'adresse dans la libc à chaque fois de système et de binsh, on aura juste à appeler système en lui donnant comme paramètre l'adresse du binsh, c'est-à-dire un pointeur, enfin les caractères /bin/sh. Et avec ça, drop un shell. Donc c'est ce qu'on va faire, et du coup, pratiquement comment est-ce qu'on va faire? On va appeler put en fait, et on va lui donner comme argument l'adresse de get dans la PLT. Pourquoi? Parce qu'en fait, get, la GOT, pourquoi j'ai dit dans la PLT? Dans la GOT. La GOT, c'est quoi? C'est la Global Offset Table. En fait, c'est des tables de pointeurs qui, quand la fonction externe n'a pas été encore appelée, elle contient l'adresse d'après dans la PLT. Donc la PLT, c'est des petits stubs de 3 instructions. Et une fois qu'elle a été... Et du coup, ces stubs, en fait, ils vont permettre à chaque fonction de jump dans le linker dynamique qui va résolve leur adresse dans le libc. Et une fois que cette opération a été faite une fois, à la fin de cette opération, le linker dynamique va écrire dans sa correspondance dans la GOT, dans la correspondance de chaque fonction dans la GOT, son adresse virtuelle dans la libc. Ça veut dire qu'actuellement, si on regarde dans get, qui a déjà été appelé une fois, pour lire notre input forcément, on fait un x/2x, et on voit que c'est encore... Ah oui, non, c'est normal, elle a pété encore après. Donc si on fait un disas main, on break à la fin de main. Toc. On fait un continue. Là, si on refait le print, on voit que avant, il y avait du coup l'adresse de l'instruction d'après dans la GOT. Donc get il est là. L'instruction d'après c'est en 4b6, c'est bien ce qu'on a ici. Et quand on la run, qu'on a exécuté une fois le get, maintenant on a une adresse virtuelle qui est du coup x/i
ici. On a bien l'adresse virtuelle de get dans la libc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Putz de nous print ce qu'il y a dans la got, dans l'entrée dans la got de get, après du coup que get s'était appelé. Il va nous print. Nous, étant donné qu'on a la libc, on va déterminer à partir de cette adresse virtuelle l'adresse de base de la libc, et à partir de ça, l'adresse de système, l'adresse de binsh, et finalement, on aura juste à jump du coup dans ces deux, enfin à jump dans système avec comme argument binsh. Donc finalement notre payload va, donc il me semble que pour les, je sais pas trop comment chercher gadget dans GDB, dans point de debug, mais on va du coup pour ça utiliser R2. On cherche juste un pop RDI finalement. Toc. Donc là c'est un petit pop RDI, rien de méchant. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut donner comme argument à Putz? On veut donner l'entrée dans la got de get. Donc pour ça, on met got untry. Et on va mettre... On l'avait juste là. Donc c'est l'entrée dans la got... dans la got, voilà. Toc. Et maintenant, on a juste à jump dans... Donc là, je vous invite à voir ma vidéo sur la PLT si vous l'avez pas vu, parce que c'est important. J'y passe très rapidement, mais... En mettant l'adresse dans la got de... L'adresse dans la PLT de Putz, ça va tout simplement l'appeler. Parce que ça va juste jump ici. Ça va jump à son entrée dans la got. Étant donné qu'il a déjà été call une fois au début, ça va directement jump dans Putz dans la libc. Et si ça n'avait pas été le cas, ça aurait quand même marché parce que il aurait d'abord call dans le linker dynamique pour résolver l'adresse et puis il aurait jump dessus avec les bons arguments. Mais du coup, je vous invite à regarder mes vidéos sur la got et la PLT pour ça. Du coup là, ce qu'on fait, c'est qu'on jump dans cette PLT. Et donc là, on jump dans main. Et je pense que je peux faire un truc assez nice. Enfin, j'aurais pu faire un truc beaucoup plus propre. Par exemple, un e.sim.main. Donc ça c'est main en fait. Pourquoi est-ce que je jump dans main? E.symbol, il me semble que en plus j'aurais pu faire symbols de main. Les deux marches il me semble. En fait ça va faire quoi? Parce qu'en fait si on a notre leak mais après que ça crache, il n'y a aucun intérêt. Mieux vaut rejump dans main pour retrigger la buffer overflow et cette fois pouvoir rediriger RIP en jumpant dans le système avec binsh comme argument. Mais du coup, si ça crache directement après, on aura nos leaks, on pourra rebase le libc, mais ça aura servi finalement à rien. Du coup, on va faire un p.resave. On va même faire un send after hello /n, donc le backslash n ne peut pas l'oublier parce qu'on voit qu'il revient à la ligne. On va envoyer payload plus backslash n, je pense. Je pense que ça marchera. Et si je fais un leak initialisé à U64 de pad de p.saveLine. Donc là, qu'est-ce qui se passe? U64, c'est pour cast à partir d'une string en unsigned long, donc c'est dire des adresses, parce que, enfin, en tout cas des données codées sur 64 bits, des int, enfin, je sais pas trop comment dire, ouais, à partir d'une string, récupérer une donnée sur 64 bits, donc étant donné que 64 bits c'est la taille de nos adresses en fait. Pourquoi on colle pad? Parce qu'en fait, étant donné qu'il s'arrête au new byte et que nos adresses, étant donné qu'on est en userland,
auront forcément une partie de null byte. Elles seront pas, tous les 8 bytes ne seront pas significatifs, du coup, le print va s'arrêter avant d'avoir print les null bytes. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que le receive line va recevoir moins de 8 octets, et le pad va lui rajouter des null bytes là où il y a manque. Donc 8 moins len de d, c'est ça. Et du coup, comme ça, étant donné que le x64 il est obligé de recevoir 8 bytes, bah, si on enlève le pad, ça marchera pas. Donc là, je vais faire un log .info de leak on va format tout ça pour lui donner x de leak plutôt. Ouais, il est pas defined. On a un leak qui est vraiment nice, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'envoyer notre payload, on va faire un gdb.attach pour attacher notre gdb au PID qui est représenté par process.pid. Et donc là, si je run dans VS Code, ça va pas marcher. Du coup, je suis obligé de le run ici. Python / media doc. Donc là, on n'a pas encore eu nos leaks, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un pget. Donc son adresse dans la libc, son adresse virtuelle dans la libc, c'est ceci. Donc il est en plutôt EAF0. Et si on fait un continue, on voit que le leak nous indique bien qu'il est en EAF0. Donc c'est-à-dire que nos links, pour l'instant nos leaks sont bons. Donc maintenant qu'on a notre leak, qui du coup est un entier, on a vu qu'on a bien pu le casser en eggs sans problème, on va pouvoir taffer dessus sans problème. Et donc la première chose, c'est qu'on peut dire par exemple système. D'abord, la base de clause de libc. Base libc, c'est finalement notre leak moins l'offset de la fonction get, étant donné qu'on a voulu leak get dans la libc. Moins libc symbols de get. Il me semble que c'est get. Hein. Donc là, on peut refaire des logs.info, parce que c'est drôle. On peut dire libc. Toc, et on peut dire pareil pour système. Et aussi pareil pour binsh. Bah là en fait on a juste à faire un base libc plus libc.binsh libc.system.sim et dans ce cas on dit que système est à système. Et finalement, le truc final, c'est simplement de dire que binsh, il a base libc plus next de libc.search de /bin/sh doc et binsh. On va exec tout ça et voir ce que ça donne. Bon là il y a encore le gdb.attach. Donc on a vu un qui était bon. On peut recheck, mais bon. Je sais pas si c'est obligatoire. Toc. Donc un p-system. P quoi un vmmap pour voir la libc. Pget, enfin beaucoup de choses quoi. Et si on fait un continue, on a notre get, notre leak qui est en AF0, pareil. Donc là, notre base qui est en BB0, même chose. Notre système qui est en
410 ici, il est aussi là. Oui, et par contre, j'ai oublié de... j'ai oublié que c'est le message. Pourquoi je fais un next ici? Donc le libc.search, on va search bien la strings avec un new byte à la fin. Parce qu'en fait, le libc.search ne return pas un int, mais... Attends, on voit peut-être ici. Mais un générateur. Et du coup, pour gérer ça, on est obligé de faire un next. Return the next item from the iterator. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, c'est quasiment fini en fait. Étant donné qu'on a rejump dans main, on peut refaire la même chose qu'on avait faite ici en faisant un p.sendAfter. Donc là, il va refaire son truc et tout. Notre PLD finalement maintenant c'est quoi? C'est simplement P64 de système en lui donnant quoi? En lui donnant simplement binash. Et donc là, on aura juste à faire un p.interactive. Et en fait, non, ça sera pas gagné. Ce qu'il faut faire, c'est que j'étais idiot. Faut bien sûr, étant donné que le premier argument se met dans RDI, setter PRDI a un pointeur vers binash. Donc, ce qu'on avait fait juste ici. Et il faut lui mettre le padding, sinon il pourra jamais jump sur le pop RDI. Donc ça déjà c'est pas très intelligent de ma part. Donc là on avait le PLD au lieu de PLD, enfin on aurait pu l'appeler PLD. Et du coup, ce qu'il nous faut aussi, c'est qu'en fait, dans notre p.receiveLine, il va receive aussi le \n. Et du coup, ça va tronquer toutes nos adresses. En fait, nos adresses, elles n'étaient pas complètement tronquées quand on a fait les checks avec ce qu'il y avait dans GDB, parce que les parties les moins significatives n'étaient pas changées. C'était juste le \n qui était au tout début. Donc, pour vous donner une idée, ça donne ceci. Du coup, nos adresses ressemblent vraiment à des adresses dans le libc, etc. Par contre, si on enlève ceci, donc c'est-à-dire c'est juste un point replace, étant donné que le point receiveLine renvoie une string, on va juste point replace le /n avec... on va juste enlever le /n en fait. Là en fait, on aura un petit 0xa qui va se balader, qui va tronquer en fait toutes nos adresses. Ce qui serait quand même un peu embêtant. Donc là, ce qu'on a juste besoin de faire, c'est de point replace ceci, de jump sur pop RDI, en mettant du coup dans RDI un pointeur à binash, et de call system. Donc c'est ce qu'on va faire, et après on fait notre point interactive. Et donc là ça crash, pourquoi? Parce que simplement il aime bien avoir des... Il aime bien en fait que notre stack soit aligné sur 16 bytes quand il jump dans le système. Du coup ce qu'on est obligé de faire, c'est qu'on est obligé de prendre une instruction ret. Par exemple, n'importe quelle instruction qui pourrait décaler la stack de 8, donc elle est forcément alignée sur 8 bytes. Donc la taille d'un pointeur c'est 8 bytes, enfin ça je vous laisse aller check le vidéo sur de Pwn avant où j'en parle. Toc, du coup on a juste à faire un P64. On peut par exemple le mettre là. On le met juste ici, c'est notre petit arrêt. Et donc là, ça va décaler tout de 8, et du coup, si de base s'aligne sur 8 bytes, et bah si on le décale de 8, ça va être aligné sur 16. Du coup, on a juste à l'exec, on aura notre petit shell id, et donc là on a un joli shell. Ça veut dire qu'on a réussi à pwn le binaire. Alors, je peux pas le faire sur leur infra parce qu'elle est down maintenant après une semaine. Mais du coup, ce qu'il aurait juste fallu faire, c'est changer la libc. Du coup, ce qui va changer tous les offsets, et ça aurait été bon pour le remote. Du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Et du coup, salut, à plus tard pour une prochaine vidéo.